Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 26 juin 2025. L'actualité nationale avec ce remaniement technique intervenu ce matin au sein du gouvernement. Le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines change de main. Selon le communiqué du secrétaire général du gouvernement, c'est le ministre José Didier Tonato qui est désigné pour occuper ce portefeuille cumulativement avec ses fonctions de ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. C'est visiblement un sous-entendu du limogeage du désormais ancien ministre Paulin Akpona. Ces manœuvres politiques et ces dernières déclarations de parcours ont eu raison de lui et de son poste. Toujours est-il que le président de la République, Patrice Talon, a pris ses responsabilités. On remet le couvert ce soir pour opiner sur cette information qui tient le haut du pavé aujourd'hui dans les discussions publiques. Nous sommes entre confrères. Stanislas Samoa, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Remia Doumoui. Bonsoir. Wahab Alikpara, bonsoir. Bonsoir Stanislas Samoa, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Alors Stan, le ministère de l'Énergie et des Mines change de main. Oui, je voudrais dire d'abord bonsoir à Romuald Roumoui, que je retrouve avec beaucoup de plaisir par ici. Oui, le ministère a changé de main. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Ah bon? Regard, oui, justement, quand vous êtes quand même un analyste, quand vous observez un peu le fonctionnement des choses au haut niveau, au haut sommet de l'État, quand vous êtes habitué aussi à voir un peu le chef de l'État imprimer un certain rythme, une certaine marque depuis l'avènement de son régime en 2016, quand vous avez été témoin de faits où, pour peu, dans d'autres circonstances, des personnalités ont été éjectées ou ont été, je ne vais pas dire verbalisées, mais ont été sanctionnées d'une façon ou d'une autre, on pouvait s'y attendre. Parce que l'actualité depuis quelques jours, ça tourne autour du désormais ex-ministre M. Akpona, qui s'est rendu célèbre, je ne veux pas dire tristement, mais les faits nous donnent de constater que c'est malheureusement le cas. Parce que il a tenu des propos que beaucoup ont estimés assez déplacés de leur contexte. Parce que quand vous êtes quand même ministre de la République, vous allez faire un constat sur un terrain, d'accord. Et il ne vous aura pas échappé, je vais vous faire le... Il faut qu'on établisse quand même la parallèle. Allons-y. Il y a Jacques Ayadi, ministre conseiller, bien évidemment, qui a fait plusieurs sorties, plusieurs descentes sur le terrain. Et on constate que, si vous suivez bien, les archives sont là, Jacques Ayadi, quand il va sur le terrain, il fait des constats, il dit toujours, nous allons rendre compte, et dès qu'une décision sortira, on viendra vous la donner. Il s'est toujours exprimé ainsi. Très bien. Jacques Ayadi, il fait un constat sur le terrain, il remonte sur la situation, la hiérarchie, quitte à ce que la décision soit prise de l'autre côté, et il va encore revenir. Exactement, et il l'a fait à plusieurs reprises. Vous n'avez pas senti cela au niveau de Paulin. Jacques Ayadi n'est pas mon camarade, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je parle des faits, justement. Et donc, je pense que M. Akpona aurait pu avoir la même posture, justement, dans le cadre de cette descente-là. D'accord. Et on sait tous qu'il était quand même accompagné d'un autre ministre conseiller. D'accord, on va aller. Paulin Akpona n'est plus ministre de l'Énergie, de l'Eau, des Mines. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, c'est triste, on pourrait le dire ainsi, quand on sait que c'est un jeune, plein de vigueur. Il avait justement envie d'apporter une certaine contribution à l'évolution de ce pays. Malheureusement, il aura fait quelques mois seulement à la tête donc, de ce ministère. Après les remerciements donc, adressés à celui qu'il remplace, malheureusement, le ministre Akpona a fait preuve d'imprudence. Ah bon? Oui, il a fait preuve d'imprudence parce que quand vous... Je ne sais pas si vous avez bien écouté les propos. Je trouve que même lui-même, s'il réécoutait ses propos et s'il faisait une analyse minutieuse des propos tenus, il pourrait voir qu'il est allé un peu trop loin. C'est ça. Trop loin parce que nous parlons quand même de quelque chose de deux choses très importantes, de deux composantes, l'eau et l'énergie. Quand vous scrutez le discours du chef de l'État en 2016, quand il prenait le pouvoir, il faisait de ces deux composantes-là une bataille, j'allais dire, un combat important. D'accord. Un combat de tous les instants. Vous comprenez? Cela voudra signifier que rien ne peut se passer dans ces différents domaines sans que le chef de l'État ne soit au courant.
Et celui que moi j'ai vu tenir ses propos, parce que quand on parle de siphonnage des dizaines de milliards, quand on parle d'un certain nombre de choses, franchement, moi je me dis qu'il n'a pas mesuré toute la teneur des propos tenus. Parce que, n'oubliez pas, vous savez que le Bénin a bénéficié donc d'une certaine contribution du MCA. Et pour avoir le MCA... Qui se présente comme un partenaire technique et financier. Exactement. Et ça n'a pas été facile pour le Bénin d'avoir la deuxième phase du MCA. Il y a des pays africains qui ne l'ont pas eu. Le MCA nous a apporté, en ce qui concerne la première phase, je crois, près de 375 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et quand vous dites qu'il y a eu siphonnage, il y a eu de détournement, il y a eu de manquement à ce niveau-là, ça veut dire tout simplement que l'argent qui avait été mis à la disposition du Bénin pour pouvoir contribuer à la mise à disposition de l'énergie, ça veut dire que l'argent, en réalité, n'a pas servi à ça. D'accord. Parce que c'est des propos qui sont tenus par... En fait, si on résume tout, il laisse entendre qu'il y a eu détournement, il y a eu mauvaise gestion au niveau du ministère dont il a hérité. Exactement. Donc, franchement, les propos étaient tellement graves, si graves que le chef de l'État ne devrait pas rester sans rien faire. D'accord. Vous estimez que cette réaction du chef de l'État, c'est une façon de prendre ses responsabilités, c'est ça? La maladresse ou sinon la mesure prise par le chef de l'État est à la hauteur, je dirais, du préjudice causé par Paulin Akpona? Oui, mais évidemment, vous savez que aujourd'hui, le monde est un village planétaire et même ces propos sont passés un peu partout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça on sait. Donc, ce n'est pas qu'au Bénin uniquement. À l'international, les gens savent quand même qu'il y a un ministre de la République qui allait tenir de tels propos. Et quand Romuald parle d'imprudence, je suis d'accord parce que dans ces genres de cas, il faut porter des gants. Moi, j'ai vu, et selon les audios que nous avons écoutés, il y a eu des affirmations en fait. Il n'a pas porté des gants, il n'a pas mis ses propos conditionnels. Il a affirmé. C'est ça qui s'agit. Alors, quand vous faites des affirmations, cela suppose que précédemment ou en amont, vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas de preuves? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de preuves? Ce n'est pas à nous de penser, c'est à lui de prouver ce qu'il est en train de dire, justement. Nous, on est là, justement, pour analyser les faits. Mais je pense que dans le contexte qui a été le sien, lors de cette descente, il aurait fallu mettre les choses au conditionnel. Les propos, c'est un peu comme on le dit vulgairement chez nous. C'est un peu comme l'œuf. Quand ça tombe, ça se casse, c'est difficile de recouper. Et donc, il aurait fallu porter des gants, être mesuré dans ses propos, ce qui n'a pas été le cas. Une fois que c'est lâché, eh bien, la haute hiérarchie ou la très haute hiérarchie a pris ses responsabilités. D'accord. Certains estiment que bon, il a été un peu manipulé. Est-ce que vous voyez les choses de la même façon? On pourrait le dire parce que justement parce qu'après tout, nous sommes sur un terrain politique. Quand les gens font ces observations ou ces analyses, on doit quand même de s'interroger. D'abord, n'oubliez pas que Paulin Akpona, c'est un auditeur, c'est un spécialiste d'audit. Oui, un comptable spécialiste. Et donc, on ne pourrait pas prendre à la légère ce qu'il a déclaré. Vous comprenez? Mais on est sur un terrain politique. Vous estimez que bon, c'est un technicien d'audit qui a parlé, ça cache quelque chose. Et il ne devrait pas, d'ailleurs, ces propos, il ne devrait pas les tenir là. Vous savez, quand vous constatez quelque chose, quand vous faites un audit ou quand vous faites un certain nombre de contrôles, mais vous les reversez à votre chef. Vous voyez, nous appartenons à une même maison où nous avons été employés, nous deux. Mais je constate que celui qui m'a précédé, il y a eu des irrégularités. Je me plains au chef de la maison. Et le chef de la maison, donc, se réfère justement à celui qui l'avait employé. Il n'est pas aux usagers que vous irez vous plaindre. Tout simplement. Mais n'oubliez pas également, effectivement, quand vous prenez d'ailleurs le communiqué du Bloc républicain, le Bloc républicain a parlé de querelles partisanes et d'ambition personnelle. Ça voudra tout dire. Ça voudra dire que, justement, ces propos qui ont été tenus en présence de Rachid Igbadamassi, ministre conseiller, qui est quand même de la localité, un acteur politique, et on sait que Sam Adambi et Rachid Igbadamassi ne sont pas vraiment, je peux me tromper, des amis politiques. Sur le terrain politique. Ils ne sont pas très amis. Peut-être ils l'étaient, mais aujourd'hui... De toute façon, vous estimez que sur le terrain politique, bon, il peut y avoir ces querelles-là. Donc, je comprends certains observateurs qui trouvent que peut-être que le ministre Akpona a été un instrument de manipulation. D'accord. C'est bien possible, mais c'est dommage qu'un adulte soit manipulé tout de même. Oui. Justement, par rapport à cette question de manipulation. La manipulation,
Je ne souscris pas trop à ça. D'accord. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit dans mon premier propos, on connaît le fonctionnement du chef de l'État. Oui. On sait avec quelle rigueur il fonctionne. D'accord. Et ses collaborateurs l'ont appris au fil des années. D'accord. Donc je pense que pour tenir certains propos, il faut de la mesure. Qu'on ait été manipulé ou pas, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que, oui. qu'on le veuille ou pas, il est jeune. Vous estimez que même si manipulation, il aurait pu porter un peu plus de gants. Il y a un autre adage que je vais convoquer, si vous permettez. On dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça. Moi, vous savez, cette fois-ci, il n'a pas su s'envoyer. Il n'a pas su s'envoyer. Même s'il n'a pas été envoyé, il n'a pas su s'envoyer. Pourquoi? Parce que les conséquences, bon, qui est déchargé aujourd'hui? Ce n'est pas Romia, ce n'est pas vous et moi. C'est lui qui est déchargé. C'est pour ça qu'on en parle. Donc, j'estime que dans des cas de figure comme ça, il faut porter des gants. Il était accompagné de Rachid Balamassi. D'accord. Nous connaissons tous la véhémence de Rachid Balamassi dans certaines situations. Oui. Pourquoi Rachid Balamassi n'a pas tenu de tels propos? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais on se dit que peut-être Balamassi n'a pas, je dirais, la casquette de ministre de l'énergie, de l'eau. Le problème qu'ils ont soulevé sur le terrain, c'est les histoires d'eau, c'est les histoires, je dirais, d'électricité. Donc peut-être que le message porterait si celui qui est, je dirais, maître du portefeuille ministériel en parle. Non, sur cet aspect, je ne suis pas d'accord parce que Rachid Balamassi a eu à répondre à d'autres acteurs politiques via différents médias sur d'autres sujets qui ne relevaient pas forcément de la compétence ou qui ne relevaient de ses attributions, de ses prérogatives, justement en tant que ministre conseiller. Il a été très véhément dans ses propos, on l'a constaté, on l'a écouté. J'estime que si peut-être à un moment donné, il a eu besoin de soutien. Au-delà de ses propres propos, il fallait peut-être quelqu'un pour appuyer, comme on dit. Possiblement. Mais j'estime que le timing a été mal choisi et les conséquences qui s'en suivent aujourd'hui montrent justement qu'il a mal agi. Maintenant, cela aussi a le mérite de donner un signal, si besoin était encore dans l'entourage du chef, que attention, si vous descendez sur le terrain, vous devez être mesuré dans vos propos. Et comme je l'ai dit, vous êtes en mission justement pour faire un constat. Quand vous le faites, il y a des rapports qui suivent les descentes de terrain. Il y a des fiches qu'on élabore. Donc, dans vos fiches, vous allez dire que nous avons constaté tel, mais tel que ça a été dit. La véhémence avec laquelle ça a été dit. Là où ça a été dit aussi. Là où ça a été dit, le ton. Et n'oubliez pas, le Graal, le contexte dans lequel c'est dit. On ne peut pas dissocier cela. Nous sommes à quelques encablures de grandes échéances qui approchent. Nous sommes sur un terrain politique. Ce sont des acteurs politiques qui sont descendus. En clair, vous estimez encore une fois qu'il y a maladresse. Il y a maladresse. Alors, les choses sont allées un peu vite, au-delà donc, de ce limogeage au niveau du ministère. Vous parlez de ce communiqué en attendant donc qu'on ait davantage de précisions sur donc, le communiqué du parti. Le parti aussi n'est visiblement pas content de son camarade, de son membre. Tout à fait, parce que le parti se désolidarise officiellement et formellement des propos donc de Paulin Akpona. Il ne se retrouve pas justement dans les propos tenus. Parce que c'est une façon de dire que bon, il n'a pas été mandaté par le parti. Parce qu'il a pris effectivement des engagements au niveau au nom du parti. Parce que vous entendez déjà parti donc le Bloc républicain. D'abord vous voyez on a abordé la casquette donc du parti Bloc républicain. C'est comme si le Bloc républicain les avait mandatés et donc le Bloc républicain dit non, je n'ai mandaté personne pour tenir de tels propos. Et donc le parti donc il est auteur et père de ses propos. Tout simplement. Et l'autre chose, le Bloc républicain a rappelé une chose, que en réalité, et quand vous lisez bien évidemment le communiqué, vous voyez que le Bloc républicain estime et informe et nous apprend que Samou Seydou Adambi reste un membre du parti Bloc républicain. Et qui ne tolère pas qu'il y ait donc des tiraillements entre membres du même parti. Parce que plus une façon de dire que bon, fort, si vous êtes suspendu d'un parti, n'est-ce pas, ne veut pas dire que vous êtes exclu. Vous êtes exclu. Alors, quel message, n'est-ce pas, on est appelé à adresser, doit dire, aux autres formations politiques, au niveau des autres ministères et au niveau des ministres conseillers et autres également. Le chef de l'État a été un peu métallique dans sa décision. Les choses sont allées vite. Il n'a pratiquement pas hésité. Oui, sauf erreur de ma part, je pense qu'actuellement le chef de l'État n'est pas au pays.
Et donc, vous voyez comment les choses vont. Il tient les manettes et il décide et ça se fait. Oui. Donc, c'est même à ça qu'il distance, s'agit. il peut régler les choses. Donc, je crois que c'est ça, bien c'est ça qui évidemment. justifie que c'est un communiqué. Justement. C'est ça qui justifie que c'est un communiqué, peut-être. Oui. Et donc, on n'a pas eu le décret de remaniement technique. Pour l'instant, mais il y a le numéro du décret. Il y a le numéro du décret, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Mais avant d'en arriver au message, je voudrais dire que les communiqués de désolidarisation, ce n'est pas nouveau. Hein? Oui. Voilà, il y a eu l'affaire de tentative ou atteinte à la sûreté de l'État. On a vu en tout cas, on ne t'a pas commandé pour aller faire ça. On ne t'a pas missionné pour ça. Tu n'as pas été mandaté. Justement, on a vu l'UP, le renouveau, se désolidariser. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. Ça commence par entrer dans les habitudes. Le message, j'avais commencé par le dire déjà, c'est que c'est un signal fort pour tous les autres qui vont descendre sur le terrain d'être davantage prudents et mesurés dans leurs propos. D'accord. Parce que quand vous sortez des propos dans un contexte précis, vous devez être capable de les assumer. Et moi, je dis, est-ce que M. Aponah a les preuves? C'est vrai, il est auditeur, je suis d'accord, mais est-ce qu'il a les preuves exactes de ce qu'il a avancé? Parce que quand il affirme, l'affirmation est différente de la supposition. D'accord. On estime qu'il y aurait des choses, on va clarifier, on verra comment ça va se passer. Ça n'a pas été le cas. D'accord. On a affirmé qu'on a siphonné, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Jusqu'à ce que vous fassiez des déclarations assez péremptoires, cela présuppose qu'en amont, vous avez des preuves. D'accord. On se demande quelle sera la suite. Est-ce que ça va juste s'arrêter, je dirais, à ce limogeage ou est-ce qu'il y aura peut-être d'autres actions à son encontre? Bon, ce serait peut-être, il y aura je ne sais pas, un goût d'inachevé au niveau des populations si nous ne voyons pas une clarification de ce qu'il a déclaré. C'est ça. Parce qu'en réalité, quand vous dites qu'il y a un siphonnage, quand vous dites qu'il y a beaucoup de dizaines de milliards qui ont été siphonnés, il faut que vous apportiez les preuves de ce que et réellement ça a été fait. Pour une certaine crédibilité, d'abord, je dirais, de vos déclarations, une crédibilité également du gouvernement. Parce que le gouvernement a besoin également de se nettoyer dans cette affaire. Parce que certains se posent même la question de savoir mais pourquoi la Criette ne s'est pas encore ne s'auto-saisit pas de cette affaire. Et donc, franchement, mais il faut que, je crois que le ministre soit écouté, peut-être, qu'il exhibe les preuves de ce qu'il a avancé. Cela y va de la crédibilité du gouvernement, cela y va également de sa crédibilité à lui. Mais je crois que ça a des conséquences fâcheuses également à son niveau. Vous savez, cela pose un problème de plus en plus. Depuis quelque temps, on avait déjà décrié les propos tenus par l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Et puis cela a fait dire que, franchement, il y a une certaine communication politique. Certains hommes politiques n'étaient pas formés à une communication politique, à une posture lorsque vous êtes responsable à un certain niveau. D'accord. Je crois que ce même problème se pose au niveau du ministre Aponah. Parce qu'en réalité, il y a une posture, il y a une communication politique, il y a une psychologie politique. Mais qu'est-ce que nous donnons comme formation lorsque nous mettons des personnes à des niveaux de responsabilité comme ceux-là, par exemple. Vous voyez, donc, il faut pouvoir trouver une solution à ça. Vous estimez qu'un travail, je dirais, de formation en termes de communication politique devrait se faire au niveau de certains hommes politiques, en tout cas de certains hommes qui occupent des postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons à ce niveau-là. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons dans les partis politiques des écoles. Des écoles. Pourquoi les écoles ne devraient pas également former des personnes à même d'occuper des postes de responsabilité? D'accord. Alors, quand on a écouté Rachidi Badamassi, il disait que c'est une stratégie politique. Il y a 3 quartiers au moins qu'ils ont parcouru. Si j'ai bonne mémoire, il y a Okedama, il y a Titirou et il doit y avoir Korobourou qui est la dernière étape. Et Rachidi Badamassi estime que c'est exprès, donc c'est stratégiquement qu'il l'a amené là-bas la nuit, ne serait-ce que pour constater les réalités du terrain. Et lui-même, en répondant, il estime que il est un fin stratège en matière politique. Vous pensez que en dépit de tout, il n'a pas reçu sa mission? Non, on a vu là où la stratégie a conduit. Parce que quand vous êtes compétent en une matière, les résultats sont là pour le prouver. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'estime qu'il y a un constat. Ça, c'est flagrant. Ils sont descendus sur le terrain, ils ont constaté quelque chose. Ça, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base du constat qui a été fait? On ne peut pas le dire, du moins de façon péremptoire, sans en apporter les preuves, sans un
process ou sans une procédure, si vous le voulez. Et moi, je pense que tout le monde n'est pas fait pour communiquer. Même s'il y a des écoles de parti, je suis d'accord, mais tous les acteurs politiques ne sont pas faits pour communiquer. C'est pour ça d'ailleurs que pour chaque gouvernement, il y a un porte-parole. C'est pas pour rien, sinon on peut dire, bon, tout le monde, vous pouvez aller sur tous les fronts. Et ça risque d'aller dans toutes les directions. D'aller dans tous les sens. Mais il y a un porte-parole. Pourquoi? Quand vous suivez souvent le porte-parole, Wilfried Léon Ngbeji, sur ses rencontres avec la presse et tout ça, vous voyez comment il utilise les mots? Vous voyez, mais il y a des questions assez sensibles sur lesquelles on lui pose des questions, des sujets on essaie de le titiller un peu. Il reste droit dans ses bottes. Il choisit les mots. Il met le conditionnel quand il le faut. S'il n'a pas les éléments, il dit on attend de voir. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde n'est pas fait pour il fallait vraiment être mesuré. Justement. Alors, oui, Romia Doumouri, il y a que Paulin Apona est de Savais, qui est donc la 10e circonscription électorale. Ça devient quand même une perte pour Savais et la 10e circonscription électorale. Politiquement, ils perdent un maire. J'allais plutôt dire, ils perdent un ministre. Un ministre, c'est vrai, mais bon, il y a d'autres lieutenants qui se retrouvent dans cette circonscription-là. Et donc, ça fait tout de même, comment dire, un de moins. C'est aussi vrai. Bien pour ça que pour le BR. C'est vrai qu'un de moins, mais on pourrait retrouver d'autres également qui doivent être heureux aujourd'hui parce que quand vous libérez une place, certainement, il y a, même si c'est un intérimaire qui est désigné aujourd'hui, il y a quand même un autre qui pourrait assumer d'autres responsabilités, vous comprenez? Donc, voilà, je crois que c'est vrai que ça pourrait, ceux qui sont dans cette circonscription-là, pourraient se voir quand même arracher cette position-là. Mais bon, c'est du fait de leur jeune qui n'a pas su garder une posture qu'il faut. D'accord. Dans la 8e circonscription, quel regard on peut porter, je dirais, sur cette affaire, selon vous? On est dans la 8e circonscription, on est à Parakou, on est dans le rang du Bloc républicain qui a désormais un ministre en moins parce que le portefeuille, pour l'instant, est confié à quelqu'un qui, ma foi, a une autre casquette que le Bloc républicain. Oui, je suis d'accord, sauf que c'est vrai que dans les stratégies gouvernementales ou dans la formation des cabinets et le choix des hommes, seul le chef de l'État est capable de justifier pourquoi il a fait ce choix. Oui. Mais au-delà de sa justification, il y a une perception qu'on a au niveau, je dirais, des communautés. Je suis d'accord que politiquement, c'est vrai, il y a un de moins. Mais si cela participe d'une stratégie pour qu'il y ait l'efficacité, parce que si on prend quelqu'un d'une autre commune ou d'une autre localité, pour qu'il soit plus performant sur le terrain, on le prend. Plutôt que de vouloir faire le remplacement poste pour poste pour que ça crée encore d'autres désagréments. Donc, seul le chef est à même de nous dire pourquoi il a fait ce choix. Mais je voudrais aussi attirer l'attention, on l'a dit déjà par le passé pour d'autres cas, que les intérimaires, je pense qu'on en a de plus en plus parce que M. Tonanto, je pense qu'il satisfait le chef, il a quand même un portefeuille assez dense, ce n'est pas rien ce qu'il gère, donc il a ceci maintenant cumulativement à son portefeuille. Voilà, je pense qu'il y a d'autres béninois valeureux, d'autres cadres assez compétents. Oui, peut-être autour du chef de l'État, on verra comment vous êtes là. Oui, tout à fait. Voilà. Moi-même, je commente la même chose parce que j'estime que là, il s'agit quand même de 3 portefeuilles ministériels pour José Didier Tonanto parce que n'oubliez pas que il a les transports, il a le cadre le cas de vie qui, justement, c'est un champ assez vaste. Vous voyez les grands travaux, tout ce que vous avez, les logements sociaux, un certain nombre de choses, beaucoup de choses déjà. Les transports sont là et surtout que le transport, il y a aujourd'hui des réformes en cours dans ce secteur. Et puis l'énergie, l'eau et les mines, s'il vous plaît. Et donc, on pourrait dire que ces 3 grands portefeuilles, certainement qu'il fait le bonheur peut-être de son chef, donc du président Patrice Talon, c'est vrai, mais on est en fin de mandat aussi. Et parfois, quand vous vous chamaillez, vous êtes dans la même famille politique, vous vous chamaillez, peut-être que le chef a décidé de trouver quelqu'un qui ne soit pas de votre famille politique pour que vous ne vous chamaillez plus. Parce que, oui, vous êtes en bière, vous vous chamaillez. Autant donner ça à quelqu'un qui n'est pas... Mais on pourrait quand même donner, peut-être faire confiance à quelqu'un qui
n'est pas déjà... Alors, au sein du BR, que dit de la discipline de groupe? Parce que oui, on nous murmurait, on clamait partout, n'est-ce pas, cette histoire de discipline de groupe et autres, qu'on ne devrait pas sortir, je dirais, pour faire tant de déclarations sans avoir, je dirais, l'autorisation. Et en temps normal, en termes de stratégie politique et pour la bonne santé d'une formation politique, se tirer entre soi, ça pose problème, non, quand on doit se tirer entre BR. Oui, il y a un adage qui dit que le linge sale se lave en famille. Et donc, il n'a pas su laver cela. Parce que quand on écoute ses propos, on sent justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a un problème entre les deux. Mais ce n'est pas sur la place publique. Vous avez senti une forme de règlement de compte? Oui, ça y ressemble pour beaucoup. On se demande quel compte, quel problème il y avait. Justement, et ça fait poser des questions parce que, je ne sais pas, vous et moi, on a eu le temps d'oublier quand même M. Adambi pour quelques temps. Oui. Et depuis quelques jours, il a refait surface, comme par miracle. Tranquillement. C'est-à-dire certains ont travaillé pour lui. Oui, justement, on fait sa publicité depuis quelques temps. Donc, je pense que on aurait dû quand même cacher un certain nombre de choses et régler ça à l'interne, ce qui n'a pas été le cas. Et comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas fait pour communiquer. Il y a des sujets sur lesquels, quand vous faites des constats, vous n'êtes pas obligé de parler. Il y a eu une descente de tout le collège des ministres conseils, je crois, ça doit être dans le Nord quelque part, où 3 ou 4 d'entre eux ont parlé. Et quand on a fait le débat ici, j'ai dit que eux tous ne sont pas appelés à parler. Mais je crois que la descente, c'était à Saverne, ne serait-ce que pour constater, je dirais, c'est les installations pour l'eau potable dans la commune de Saverne. Et je disais à l'époque que quand ils font une descente comme ça, ils sont 12, je crois. Donc, on peut dire le coordonnateur parle et le ministre conseiller natif proche de la localité pour centraliser les choses. Voilà, il y a une discipline qu'il faut observer. Tout le monde peut sortir, mais tout le monde n'est pas forcément habilité à parler. Sinon, un autre proverbe dit que quand ce que vous avez à dire n'est pas plus bon que votre silence, il vaut mieux se taire. Au sein du parti, c'est là que je voudrais vous écouter. Au sein du parti, quand on sort et qu'on fait ce genre de déclaration, quand on se donne des coups de poing au sein du parti, ça pose un problème au-delà du communiqué que vous avez, auquel vous faites allusion et venant donc du parti BR. Tout à fait, il y a des divisions. Ça veut dire que tout simplement que il y a des divisions au lieu d'être unis, parce que moi je me réfère toujours à leur devise, leur credo, vous avez plus unis, plus fort, donc pour construire. Mais là, apparemment, plus unis, ce n'est pas encore le cas. Et donc il y a des divisions. Même je me pose toujours la question de savoir quand le ministre Akpona est de la 10e circonscription électorale et quand Sam Seydou Adambi est de la 8e circonscription électorale, quelle querelle politique devrait avoir? Ils ne viennent pas des mêmes circonscriptions électorales. Le conflit ne se justifie pas, ne se comprend pas. Exactement. Donc, mais je crois que véritablement, il faut que les points focaux de communication et d'information soient vraiment activés dans les partis politiques. C'est vrai que nous connaissons certains partis politiques, c'est mieux structuré et tout ça, mais bon, vous pouvez toujours pas contrôler ce que tel ou tel autre ira dire sur le terrain. Vous comprenez? Donc, mais quand vous n'êtes pas en fait, quand vous n'êtes pas très ému, vous n'êtes pas guidé par l'émotion, vous pouvez contrôler un certain nombre de choses. Allez, on fait le dernier tour de table. Quel regard, selon vous, l'opposition est en train de porter sur ce qui se passe actuellement? Non, je pense que actuellement, l'opposition doit boire du petit lait. Ah bon? Pourquoi se frotter les mains parce que, l'opposition va se dire que bon, c'est quand même entre eux, hein, donc voilà, ça les concerne. Ça les concerne, voilà, c'est un peu comme une affaire pas si loin de nous que ça, où les gens se sont dit, bon, de toutes les façons, c'est à l'interne, c'est entre eux, donc ils vont gérer ça. Donc je pense que l'opposition va se frotter les mains. Et ce n'est pas trop bien. C'est des choses quand même qui n'arrangent pas quand on est dans une démarche politique vers des échéances majeures qui arrivent. Parce que ces échéances, nous sommes à quelques encablures. On sait que ce soit dans la mouvance ou dans l'opposition, les candidats ne sont pas encore désignés. Les présumés candidats ne se connaissent déjà pas. Je l'ai dit ici que les gens peuvent venir en conseil des ministres, regarder le chef et dire, est-ce que c'est moi qui va choisir? Est-ce que c'est Romuald qui va choisir? Parce que c'est qui, justement? Les gens vont se dire, mais quand même... Ce monsieur-là, qui veut-il choisir finalement? Quand même il vient en conseil des ministres, il regarde tous ces ministres, chacun se regarde et se dit, mais qui va choisir? Vous voyez, donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre fin à ce suspense pour que les gens soient libérés. Mais en attendant, il faut faire preuve de prudence sur le terrain, surtout pour les ministres qui descendent sur le terrain. Il faut être mesuré dans les propos. Allez,
votre mot de conclusion sur le regard que peut porter, je dirais, l'opposition sur ce qui se déroule au niveau, je dirais, du BR dans la 8e, 10e, en tout cas sur cette actualité du ministre à Poda. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'opposition avait fait des questions orales, questions au gouvernement par rapport au salaire. Il pourrait y avoir des questions pour pouvoir mieux comprendre les propos de, justement, les propos de Akpona. D'accord. Oui, des questions peuvent être adressées au gouvernement, même si on tend vers la fin de la législature. Donc, on pourrait demander au gouvernement, mais qu'est-ce qu'il y en est? Nous voulons en savoir un peu plus. Peut-être, s'il n'y a pas de questions au Parlement, il peut y avoir également des conférences de presse pour pouvoir demander publiquement ce que c'est en réalité. Romuald Moubi, merci beaucoup. Stanislas Samoa, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion. Ce serait autour de 23h00 et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.